Son Excellence, le président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnaît bel et bien l'existence et l'ampleur des discours de haine contre les Congolais Tutsis qu'il a condamnés à plusieurs reprises. Il a d'ailleurs, et de façon solennelle, demandé à tout le monde, y compris les partenaires extérieurs, de les dénoncer. Il avait ainsi déclaré dans son discours au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, le 28 février 2023, soit une année jour pour jour. Il avait dit ceci, ça c'est le chef de l'État lui-même qui parle. Quant au discours de haine contre nos compatriotes Tutsis congolais, mon gouvernement reste ferme contre tout individu ou groupe d'individus qui tiendrait de tels discours et réitère sa demande à toute personne, organisation ou partenaire extérieur de les dénoncer. La justice congolaise appliquera dans toute sa rigueur les lois de la République aux auteurs des propos d'incitation à la haine tribale et ethnique. J'ai cité le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ces conditions, à quoi rime, disons, voudrais-je dire, l'invitation du diffuseur patenté de la haine anti-Tutsi dans les pays? Qui a supporté cette tournée? Et pourquoi le gouvernement congolais laisse faire sur le territoire un propagateur de la haine poursuivi dans son propre pays pour incitation à la haine raciale et qui va continuer impunément à briser davantage la cohésion nationale avec des discours sulfureux et voire même séditieux dans une moindre mesure? En effet, la série de conférences de Charles Onana tourne autour de son dernier livre, Holocauste au Congo. C'est le prétexte en fait de cette tournée parce qu'il est venu même avec son éditeur. Mais ce livre, nous l'avons démontré à plusieurs reprises, est un véritable bréviaire de la détestation des Tutsis, une bible de la haine pour ceux qui ont fait de l'animosité à l'égard des Tutsis leur religion. En effet, le livre de M. Onana est structuré autour de 3 thèses. Pour vous épargner la peine d'aller lire, c'est structuré autour de 3 thèses, à savoir le déni de la nationalité congolaise des Banyamulenge, qui sont ainsi présentés comme des dangereux usurpateurs de la citoyenneté de la RDC. Deuxième axe de son livre, l'imputation de manière globale de tous les crimes commis au Congo, au Banyamulenge et à leur soutien rwandais. Troisième pôle autour duquel tourne son livre, c'est l'accusation des Banyamulenge d'être les auteurs d'un complot visant à détruire le Congo. Ces accusations à détruire le Congo, c'est-à-dire les fameux complots imaginaires de l'Empire Imatouti, la balkanisation et tout ça. Ce sont les 3 axes autour desquels tourne son fameux livre qui n'est qu'un livre, comme dit mon aîné, pamphlétiste. C'est comme ça qu'il appelle, en fait, c'est un pamphlet contre une ethnie. Ces accusations ne reposent sur aucun argument sérieux de la part de l'auteur et sont la conséquence d'un concentré de mensonges, d'ignorance et de la volonté de manipulation de la part de M. Onana. Je vais citer des strophes de son fameux pamphlet, la page 246 et 261. Qu'est-ce qu'il dit, lui, dans sa compréhension des pseudo-chercheurs? Il dit ceci. 1. Tout commence en 1971. Donc pour lui, la nationalité des Banyamulenge commence en 1971. Il dit tout commence en 1971. Ça, je le cite lui-même. Lorsque le président Mobutu signe l'ordonnance numéro 71/020 du 20 mars 1971, ainsi libellée. Les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir la nationalité zaïroise à la date susdite. Ce texte devient immédiatement l'acte fondateur du droit à la nationalité accordé aux réfugiés. C'est comme ça qu'il appelle les Banyamulenge.
originaires du Rwanda et du Burundi au Zaïre. Il faut rappeler qu'il y avait des Hutus et des Tutsis venus du Rwanda et du Burundi à cette période-là, au Zaïre. C'est ainsi que ceux qui se font appeler Banyamulenge, entre parenthèses, Tutsis venus du Rwanda et du Burundi, vont obtenir massivement la nationalité zaïroise. Ça, c'est selon lui. Donc, déjà, même les numéros de l'ordonnance, en tout cas des mémoires comme ça, je sais que c'était un 15 novembre 1971. C'était pas un 20 mars. Mais déjà, vous voyez, quand vous venez dans un pays d'autrui, pensant connaître mieux que les nationaux, ayant appris le Congo dans les livres, dans les bibliothèques et dans les ragots qui se racontent, on n'est pas expert, on vient comme ça se hasarder dans une histoire qui est tellement technique. La problématique Banyarwanda, parce que quand vous lisez la lettre des 13 parlementaires, qui est à l'origine de la création de l'UDPS, il est question de constituer, de créer une cohésion nationale. Or, la loi de 1981 que notre frère a rappelé, la loi de 1981 sur la nationalité zaïroise a justement, dans l'application de cette loi, a créé une confusion totale et je me suis personnellement intéressé en mettant en garde les autorités zaïroises sur les conséquences de cette loi de 1981 sur la nationalité zaïroise. Parce que dans l'application de cette loi, on a mis tous les Banyarwanda, surtout les Tutsis, dans le même panier. C'est-à-dire qu'on leur a retiré la nationalité zaïroise. Or, je vous ai dit au début que dans la problématique Banyarwanda, il faut distinguer trois groupes. Il y a des populations congolaises d'expression Kinyarwanda, qu'on peut, je n'aime pas beaucoup ce concept de Congolais de souche, parce que c'est un concept absurde et ridicule, mais pour satisfaire une certaine opinion, on peut dire on peut affirmer, on affirme qu'il y a des Congolais de souche d'expression Kinyarwanda, puisque Léopold II, quand il a acquis sa propriété en 1885 à la conférence de Berlin, il a identifié sur sa propriété des Watutsi et des Wahutu. J'ai donné, tantôt là, avant de commencer la conférence, j'ai donné à des frères qui étaient là une référence que vous pouvez trouver sur Google, une référence, une publication du musée de Tervuren de 1904. 1904, nous sommes encore à l'État indépendant du Congo. Ce n'était pas encore une colonie belge. Et dans cette publication de Tervuren, Léopold II a identifié des Watutsi, des Wahutu et des Twa. Donc déjà, Léopold II avait recensé dans sa propriété, avait identifié dans sa propriété des sujets d'expression Kinyarwanda. Bon. Pour donner une parallèle, vous savez qu'au Katanga, il y a par exemple la chefferie de Bayeke. La chefferie de Bayeke a été créée par Moussiri. Moussiri fut un esclavagiste tanzanien. Il est arrivé au Katanga comme esclavagiste, il avait ses militaires, tout ça, il s'est imposé et il a créé cette chefferie de Bayeke. Les Bayeke, ça a été créé après l'arrivée des éleveurs du Rwanda, qui sont venus du Rwanda pour s'installer sur les plateaux d'Itombwe, non loin de la colline de Mulenge. Donc, ces éleveurs venant du Rwanda, les Tutsis, sont arrivés au XVIIIe siècle sur les plateaux d'Itombwe. Et c'est Léopold II qui les a sédentarisés, puisqu'il les a trouvés là. Et vous savez que pendant la période précoloniale, avant l'arrivée des Européens en Afrique, les Africains ne connaissaient pas de frontières. Il n'y avait pas de frontières. Je réponds indirectement à une question là, où on me demandait de déterminer les limites du royaume du Rwanda.
l'Afrique précoloniale ne connaissait pas les frontières comme on les connaît aujourd'hui. Non, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes humains qui dépendaient par exemple d'un Mwami ou d'un chef, et à côté on pouvait avoir un autre groupe humain qui dépendait aussi d'un autre Mwami. L'essentiel, c'est qu'on sait que dans cet espace, disons dans ce groupe-là, ils payent leur tribu chez tel Mwami. Et que c'est le Mwami du Rwanda, vous allez par exemple dans le Nord Kivu, les Houndés, vous trouvez les Houndés, les Banyarwanda, tout ça là, qui vivaient pendant l'époque précoloniale presque dans les mêmes espaces, mais chaque entité pouvait dépendre soit du Mwami du Rwanda ou du Mwami des Houndés, et ainsi de suite. Et c'est ainsi d'ailleurs, la langue Houndé ou le Chi. Le Chi, la langue Chi, Fulero, ce sont des langues apparentées au Kinyarwanda, parce que le Rwanda à cette époque était une puissance politique et économique, avant l'arrivée des colonisateurs européens. Et c'est une communauté, disons, c'est un royaume qui avait tendance à étendre son influence autour, disons, dans la région des Grands Lacs. Donc les frontières fixées comme aujourd'hui, ça n'existait pas. Possible génocide en Ituri, plus de 700 morts. L'ONU évoque des possibles crimes contre l'humanité. Tout ça, Onana ne dit rien. L'ONU affirme et dit qu'il y a eu même un génocide en Ituri. Onana ne dit rien. Depuis lors, la situation n'a pas changé. En janvier 2023, l'ONU se faisait l'écho de plus de 200 civils qui ont été tués au cours des 6 dernières semaines en Ituri dans une série d'attaques menées par des groupes armés non étatiques qui ont également détruit 2000 maisons et démoli 80 écoles. Des centaines de morts et des centaines de milliers de déplacés dans ces attaques. Tout ça, on en a ne dit rien. Quant au territoire de Béni, au Nord Kivu, autant que celui de Djougou en Ituri, ils sont victimes de la folie furieuse des ADF, un mouvement islamique ougandais ayant fait allégeance à l'État islamique. Selon un rapport, ils auraient fait 15 000 morts ces 15 dernières années. Et on n'en a ne dit rien. Plus de 15 000 donc, civils massacrés ces 15 dernières années au Nord Kivu et en Ituri. Il y a des références dans notre document. Tout ça, M. Onana ne les voit pas, car il n'a qu'une fixation, le Tutsi, ou qu'il considère seulement comme Banyamulenge. Bien entendu, certains ressortissants de cette communauté, comme d'autres Congolais, qui ont participé aux différentes rébellions jusqu'à aujourd'hui, ont leur part de responsabilité dans les crimes auxquels ils auraient participé individuellement. Cependant, prétendre rendre une seule communauté globalement responsable de tous les crimes que le pays a connus est un grossier mensonge et une volonté claire de semer la haine pour pousser le reste des Congolais à exterminer, à s'attaquer à un groupe ethnique qui devient la cible. Qui prendrait cette responsabilité lourde de conséquences? Au nom de la justice, le moment venu, chacun, nous le souhaitons dans notre pays, bien que nous avons un problème aujourd'hui de la justice, comme d'ailleurs le chef de l'État lui-même n'a cessé de le déplorer, sans engager sa communauté, espérons-le, rendra compte chaque personne qui a participé à des crimes et non une communauté tout entière. La troisième partie, justement, sera développée par mon frère Belarmé.
Je m'en vais donc citer le livre de M. Onana. Première citation, je cite: la menace de Banyamulenge en 1981 est donc sans équivoque, puisqu'ils disent vouloir agir, quelles qu'en soient les conséquences, pour obtenir satisfaction. Le point le plus important de leur revendication n'est plus seulement la nationalité, mais l'autodétermination sur les territoires de Goma, Rutshuru, Walikale, Masisi, Calais et Idjwi, pour la création d'un État à part qui aura à solliciter sa reconnaissance internationale. Ça, c'est entre les pages 275 et 276. Deuxième citation, je cite: le masque de Banyamulenge tombe donc avec cette phrase et cette lettre. Ils se battent, non pas pour être Zaïrois ou Congolais, mais pour avoir un État indépendant du Kivu, ce qui correspond soit à la volonté de balkanisation du Congo souhaitée par certaines grandes puissances, soit à concrétiser le projet de colonisation du Kivu établi par des Tutsis en 1962 et qui confirmerait l'effectivité du projet de création d'un Tutsiland dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale. Ça, c'est à la page 276. D'emblée, je peux vous dire que, comme l'honorable l'a dit dans la deuxième partie, Onana se base ici sur une fausse lettre, c'est-à-dire une lettre que chacun de vous peut trouver sur Internet en tapant sur son téléphone, lettre de 5 intellectuels Banyarwanda à l'ONU, au secrétaire général de l'ONU. Moi, je viens de taper là, je viens de la trouver sur la page de Babunga Raconte. Vous connaissez tous Benjamin Babunga, Babunga, il l'a reprise lui aussi. C'est cette lettre-là. L'honorable a expliqué que c'est une lettre qui est fausse, à la suite de Thomas, Gamakolo, maître Thomas. Et si vous regardez cette lettre-là, vous faites défiler pour voir qui sont les signateurs. C'est un des éléments qui montre sa fausseté. Les signateurs sont... Avant d'arriver aux signateurs, quand vous regardez ce qu'ils disent être au Congo, au Zaïre de l'époque, en 1981, ils écrivent cette lettre avec comme adresse au Congo l'archevêché de Goma. Et comment traitent-ils Mobutu? Ils disent, dans un paragraphe, nous nous opposons donc avec force à la procédure individuelle de demande de petite ou grande naturalisation décidée par les membres du comité central du MPR, dont le président n'est autre que le menteur Mobutu Sese Seko. Vous imaginez, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous étaient déjà des adultes en 1981, vous imaginez quelqu'un écrire une lettre à l'ONU avec copie pour information au comité central du MPR, c'est-à-dire à Mobutu, dans laquelle on traite Mobutu de menteur, et vous restez en vie dans ce pays-là? Qui peut imaginer ça, même dans sa folie la plus extrême? Et quand nous regardons les 5 signateurs, le premier c'est Ugirachebouja Stanislas, le deuxième c'est Gaïma Pierre, le troisième c'est Guitera Ambroise, le quatrième c'est Nkorota Jean-Baptiste, le cinquième c'est Chimeni Nepomucène. Oh, moi je suis un chercheur de la région des Grands Lacs. Moi j'ai mené de recherches, contrairement à Onana qui écrit depuis sa chambre de Paris. Ces personnes n'ont jamais existé nulle part. Je mets quiconque au défi de nous montrer, de nous sortir une de ces personnalités. Et puis en 1981, au Zaïre, il n'y avait pas de prénom. Au Zaïre, il n'y avait pas de prénom. Joseph Mobutu Sese Seko avait cessé d'être Joseph Désiré en 1971 pour devenir Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga. Et à sa suite, tout le monde a suivi le papa. C'était une obligation, c'était obligé. Ceux qui s'appelaient Joseph Nsinga sont devenus des Joseph, sont devenus des Nsinga, Oudjou, Ngwantebi, Umtoube. Voilà, c'était comme ça. Personne n'avait de prénom. Alors, des gens qui signent, le premier c'est Stanislas, le deuxième c'est Pierre, le troisième c'est Ambroise, suivi de Jean-Baptiste, puis Nepomucène. Ça montre que tout ceci sont des documents faux que M. Onana reprend parce que l'honorable a dit soit par ignorance, soit par mauvaise foi. Moi je dis par les deux, parce qu'il est à la fois et ignorant et de mauvaise foi.